Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les auteurs: Magali Boumaza, enseignante-chercheuse au département de sciences politiques de l'Université Galatasaray, Istanbul. Jean Frcrombois, professeur associé, Université américaine de Bulgarie, Blagoevgrad. Alicia Fernandez Garcia, Ater en civilisation espagnole à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Petia Georgieva, maître de conférence, Nouvelle Université bulgare Sofia. Valentina Georgieva, professeur associé, Université de Sofia Sofia. Jérôme Heurtaud, maître de conférence, Université Paris-Dauphine. Paris. Alexandra Iancu, maître de conférence, Faculté de sciences politiques, Université de Bucarest. Thierry Kauchyt, docteur en sciences sociales, Leuven, Belgique. Maria Elisabetta Lanzone, docteur en sciences politiques, assistante à la chaire de politique italienne et politique comparée, Université de Gênes. Nikos Marantzdidis, professeur associé, Université de Macédoine, Thessalonique. Jean Marcoux, professeur à Sciences Po Grenoble. Ildiko Oteova, docteur en sciences politiques, Nouvelle Université bulgare. Pascal Perrineau, professeur des universités Centre de recherche politique de Sciences Po, Cevipof, Paris. Mathieu Petithomme, maître de conférence, Centre de recherche juridique de l'Université de Franche-Comté, Besançon. Evelina Stayková, maître de conférence, Nouvelle Université bulgare Sofia. Anthony Todorov, professeur ordinaire, Nouvelle Université bulgare Sofia. Les mêmes auteurs. Anna Krasteva et Anthony Todorov dire Engagement citoyen Sofia, NUB 2009. Anna Krasteva et Anthony Todorov dire Les sciences politiques en Bulgarie Sofia, NUB 2010. Anthony Todorov, Elementi na Politikata, Traktat Varu Politiceskoto. Éléments de la politique, Traité du politique. Sofia, NBU 2012. Anthony Todorov Grajdani, Parti, Izbori. La Bulgarie 1879 à 2009. Citoyen, Élection, Parti. La Bulgarie 1879 à 2009. Sofia, Istok Zapad 2010. Anthony Todorov, Où en est la droite? La Bulgarie, Fondapol 2010. Dobrinkanev at Anthony Todorov dire Kachestvoto na demokratiata ve Bulgaria, la qualité de la démocratie en Bulgarie, Sofia, Istok Zapad 2014. Petia Georgieva et Anna Krasteva dire La rue et l'IRU. Nouvelle contestation citoyenne, Paris l'Harmattan, collection locale Esperluette Globale 2015. Petia Georgieva, dire La Bulgarie et l'intégration européenne, Transition 2003, volume 42 à 1. Introduction. Anthony Todorov, Petia Georgieva. Dégoût du politique, rejet des politiques, peur de l'Europe, corruption, abstention, vote extrémiste, la démocratie représentative semble être en crise, note la juriste française Marianne Cohandet en 2004. Et un peu paradoxalement, elle se dit optimiste, puisqu'il s'agirait d'une crise d'adolescence de la démocratie représentative, et qu'elle s'expliquerait en partie par l'évolution des modalités et des cadres de cette représentation, car les citoyens ne sont plus seulement représentés par une institution dans le cadre de l'État, mais par de nombreuses institutions, dans des cadres divers. L'État-nation n'est plus le cadre unique de la représentation des citoyens. La mondialisation et l'évolution de la séparation horizontale et surtout verticale des pouvoirs, État vs société civile, affaiblissent ses capacités d'agir d'une manière autonome. Aujourd'hui, le poids de certains groupes privés qui peuvent être associés clairement au pouvoir normatif ou exercer une pression plus discrète ou implicite sur le pouvoir politique semble de plus en plus sensible. Ce qui provoque des réactions populistes contre le système actuel de représentation. Mais la construction de l'Union européenne élargit aussi la séparation verticale des pouvoirs, et les gouvernants invoquent très fréquemment l'UE pour justifier leur impuissance. Ce qui amplifie les réactions contre le système représentatif. La représentation politique en démocratie renvoie à la notion de souveraineté populaire, tant discutée et controversée.
La façon de la comprendre, mais surtout de l'appliquer en réalité, n'est pas innocente et on peut bien distinguer deux conceptions opposées de la démocratie. L'une, radicalement démocratique, met l'accent sur l'expression directe de la souveraineté populaire par un mandat impératif pour les élus, ou par le plébiscite direct. L'autre, libérale, met l'accent sur la préservation de l'individu face à la communauté et soutient la représentation médiatrice, où les élus sont indépendants et le mandat est libre. Un juriste allemand, ancien professeur à l'Université libre de Berlin, Gerhard Göller, explique que cette simple opposition comporte toujours le risque de simplification idéologique et ne rend pas compte du contenu sémantique de la notion de représentation. En fait, pour lui, tout régime démocratique contient en même temps et en proportions diverses le principe démocratique et le principe libéral. Mais il faut accepter que la représentation est le fondement de toutes les formes de démocratie libérale, et même qu'aucune démocratie moderne n'est possible sans un système de représentation politique. Dans son étude sur le gouvernement représentatif, Bernard Manin affirme qu'en dépit des idées reçues et assez influentes dans la culture européenne, la démocratie antique était aussi une démocratie représentative et non pas directe, basée non sur des élections cherchant à dégager des majorités, mais sur le tirage au sort, la sortition. En effet, une démocratie purement directe n'a jamais existé, ou c'était une forme de tyrannie de la majorité Tocqueville, une démocratie totalitaire Jacob Talmont, une hyperpuissance de la foule. Pour Gerhard Göller, toute démocratie est un ensemble concret de souveraineté démocratique et de principes libéraux. L'intention libérale vise à garantir le libre déploiement de la personnalité, au plan matériel et spirituel. L'intention démocratique vise à une participation immédiate, à toutes les affaires de la communauté. Ces deux principes cohabitent dans tous les régimes démocratiques, basés sur un compromis entre éléments libéraux et éléments démocratiques. Aristote de son côté explique que la démocratie concrète en Athènes antiques était un compromis entre principes démocratiques, tous les gens libres gouvernent, et principes oligarchiques, les plus riches gouvernent. Mais la représentation, selon Gerhard Göller, doit empêcher que des intérêts particuliers ne parviennent à s'imposer et que les élites politiques ne perdent tout contact avec la société. Bernard Manin, dans son étude sur le gouvernement représentatif, distingue une période nouvelle caractérisée par l'emprise des partis politiques de la représentation, qui succède au parlementarisme marqué par le règne des notables. Pour lui, le parlementarisme est basé sur un clivage entre représentants et représentés, alors que l'âge des partis politiques est basé sur un clivage entre majorité et opposition. Par conséquent, les élections deviennent le moyen exclusif de la représentation. La démocratie représentative exige un citoyen participant et en même temps, elle suppose une contradiction interne, car la représentation est en effet une division du travail politique entre compétents et incompétents, entre citoyens actifs et citoyens passifs, entre gouvernants et gouvernés. La démocratie représentative est un régime qui fait la distinction entre les actifs et les passifs, les citoyens engagés et les citoyens non engagés. C'est cette distinction qui produit les effets de la non-participation, du désengagement citoyen, mais aussi de la contestation dans des régimes démocratiques contemporains. L'organisation de l'engagement politique des citoyens est assumée par les partis politiques. La transformation graduelle du régime du gouvernement représentatif en politique de masse, qui recourt à la participation des citoyens, fait apparaître les partis politiques modernes. En effet, les partis jouent dans les démocraties contemporaines un rôle ambigu. D'un côté, ils sont un moyen pour l'engagement citoyen, un cadre de la participation politique, un mécanisme qui transforme l'individu privé en citoyen public. Mais d'un autre côté, les partis sont aussi des groupes privés qui font émerger une nouvelle opposition entre le politique et le civique. La professionnalisation de la politique, dont les partis politiques modernes sont l'expression la plus visible, crée une nouvelle situation où le citoyen est un acteur public, mais pas nécessairement politique dans le sens de partisan. L'expression d'un engagement citoyen, donc profondément politique, se fait de plus en plus en dehors des circuits proprement politiques, tels les partis, ce qui produit une condition nouvelle du rapport entre individus et société, entre citoyens et cité. Les contestations citoyennes d'aujourd'hui
essaie de se démarquer voire de s'opposer à la politique institutionnalisée, et donc aussi aux partis politiques organisés autour d'une élite politique professionnelle qui diminue le rôle et la signification de l'engagement citoyen. C'est l'une des raisons de la déception générale à l'égard de la démocratie représentative. Ces 10 dernières années, des mobilisations citoyennes diverses préfèrent se définir comme non politiques, dans le sens de non partisanes, justement parce que l'activité partisane a perdu beaucoup de son attraction initiale. L'ambiguïté reste toujours. Les nouveaux mouvements de citoyens, qui sont en effet des mobilisations transitoires autour de la solution d'un problème concret, se gardent de l'emprise et de la tutelle des partis existants, mais s'ils veulent devenir plus stables, plus durables, ces mouvements s'organisent en partis classiques. L'objectif de cet ouvrage est de contribuer aux études existantes sur la crise de la représentation politique et à la compréhension des acteurs, des effets et des phénomènes qui en découlent, à travers des pistes d'investigation et des approches épistémologiques et méthodologiques différentes. Des chercheurs, politologues et sociologues, de 7 pays européens, la France, la Bulgarie, la Belgique, la Roumanie, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, ont été invités à décortiquer les causes et les manifestations de la crise de la représentation ainsi que les réponses proposées par différents acteurs sociaux et politiques. Les études réunies ici couvrent des contextes politiques différents. L'Union européenne, les arènes nationales en Europe occidentale, au sud et à l'est européen, les démocraties établies et nouvelles. Sont analysés aussi les résultats des révoltes dans le nord de l'Afrique connues comme printemps arabe, pendant lesquelles des citoyens ont essayé de transformer des régimes autocratiques en régimes ouverts, représentatifs, moins corrompus et plus justes. L'idée de cet ouvrage et d'une réflexion commune est née après un colloque, organisé par la Nouvelle Université bulgare et l'Institut français à Sofia en 2016. La crise doit être assignée à la représentation ou à la démocratie? Comment les mobilisations citoyennes non partisanes ou les partis politiques existants arrivent maintenant à représenter des intérêts et des attentes sociales diverses? Est-ce que la représentation peut se réaliser sans les partis? Ou faut-il profondément transformer les partis? En quoi le phénomène du populisme cherche-t-il à répondre à cette crise de la représentation? Parvient-il à fournir de nouveaux mécanismes pour représenter? Ou exploite-t-il plutôt les attentes de représentation afin de remettre en cause la démocratie libérale et la transformer en tyrannie de la majorité? Comment les conséquences de la crise économique de 2008 ont-elles affecté les systèmes politiques et affaibli les instances de la représentation? Ces interrogations sur la crise de la représentation politique ont fait naître cet ouvrage qui contribuera au débat sur la question. Première partie. Crise de la représentation ou de la démocratie représentative. Chapitre 1. La crise de la représentation politique en Europe. Pascal Perrineau. La démocratie représentative est en crise. Dans l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale, celle-ci s'était reconstruite sur les décombres des dictatures qui avaient triomphé quelques années plus tôt au cœur de la vieille Europe. 70 ans plus tard, la démocratie représentative qui avait connu une seconde renaissance en Europe de l'Est avec la fin des régimes communistes semble connaître une grande fatigue. Pour en prendre la mesure, il est nécessaire de cerner les principaux symptômes de la crise de la démocratie représentative, pour ensuite resituer celle-ci dans le temps long, puis en saisir les causes avant de tenter de dessiner ce qui est en train de naître en matière de pratique de la démocratie et d'envisager quelques mesures ou quelques axes autour desquels la participation démocratique pourrait se revivifier. Les manifestations de la crise de la démocratie. Le développement des abstentions et des votes blancs ou nuls. Dans de nombreux pays européens, et même et parfois surtout dans les pays qui ont conquis récemment le droit du libre suffrage, pays d'Europe centrale et orientale, les comportements de retrait des urnes ou de participation protestataire ne cessent de croître. Par exemple, en France, vieille démocratie, tous les records d'abstention aux élections, qu'elles soient locales, nationales ou européennes, ont été battus au cours des 20 dernières années. Les dernières élections européennes de juin 2014 ont montré dans la plupart des 28 pays de l'Union européenne une forte atonie de la participation. 56% des électeurs français se sont abstenus, 57,5% des électeurs européens ont boudé les urnes,
il n'était que 37% à faire de même en 1979 lors des premières élections européennes au suffrage universel direct. Lorsqu'on analyse cette poussée de l'abstention, on s'aperçoit que deux types d'abstentionnisme cohabitent. D'un côté, un abstentionnisme d'indifférence qui rassemble des citoyens très éloignés du système politique, souvent peu éduqués, de conditions sociales défavorisées. Leur abstentionnisme ne fait que refléter la distance sociale et culturelle qui les sépare d'un système politique à leurs yeux réservé aux gens d'en haut. Cet abstentionnisme à forte composante sociologique n'est pas en forte croissance. En revanche, d'un autre côté, se développe un abstentionnisme de protestation qui peut toucher des citoyens éduqués, jeunes, de statut social moyen ou même supérieur et parfois politisés. Ces citoyens ne se retrouvent plus dans le système politique tel qu'il fonctionne, et leur abstention n'est que le reflet d'un désaccord, d'une protestation vis-à-vis de la démocratie représentative, du système des partis et des hommes politiques. C'est ce volant d'abstentionnistes protestataires qui ne cesse de croître dans nos démocraties européennes. Faute d'utiliser la greffe des urnes, certains de ces citoyens peuvent se rendre aux urnes et y déposer un bulletin blanc ou nul, signe de leur malaise vis-à-vis de la représentation politique officielle. On voit donc bien comment, dans cette population d'abstentionnistes protestataires, se construit un nouveau type de rapport au vote, beaucoup moins permanent qu'auparavant, moins valorisé et plus intermittent. Le vote n'est plus qu'un moyen parmi d'autres de participer à la politique. Il n'est utilisé qu'épisodiquement et peut être rejeté pour privilégier d'autres modes plus protestataires de participation politique, manifestations, pétitions, occupation de locaux, violence. La chute de l'engagement politique et syndical. À des degrés divers, nos systèmes connaissent une forte érosion des effectifs des partis et des syndicats qui souvent depuis des décennies, articulaient les demandes politiques et sociales de la population. Partis et syndicats deviennent de plus en plus des organisations de professionnels, parfois peu irrigués par la demande sociale. Dans de nombreux pays, c'est moins de 5% de la population électorale qui appartient à un parti ou à un syndicat. La représentativité de ces organisations est alors très faible, et ce phénomène ne fait que renforcer la distance entre la représentation politique et syndicale et les représentés que sont les citoyens. Au-delà des taux d'adhésion souvent très faibles à ces organisations, l'image de celles-ci dans la population telle qu'elle est mesurée régulièrement par les sondages d'opinion, est souvent médiocre pour ne pas dire calamiteuse. Cette crise des médiations de la démocratie est grave car les demandes des citoyens ne sont plus clairement articulées, et le système politique a du mal à les lire et à les entendre. La dégradation de l'image de la classe politique et des organisations politiques. En dépit d'un intérêt pour la politique qui ne s'est pas effondré quand on l'observe sur la longue période, l'image de ceux qui font vivre la démocratie au quotidien s'est souvent beaucoup détériorée. Tout d'abord, un fort sentiment de coupure entre représentants et représentés s'est installé. Ce n'est toujours qu'une minorité de nos populations qui a le sentiment d'être bien représentée par les élites politiques. Ce malaise dans la représentation s'accompagne souvent d'un sentiment de corruption de la classe politique. Une majorité de nombre d'opinions publiques de nos pays pensent que les hommes politiques sont plutôt corrompus. Cela entraîne bien sûr un fort sentiment de défiance et même de rejet de l'univers politique perçu comme un monde dont on doit se méfier. Cette méfiance est un grave problème dans une société démocratique dont la confiance doit être un des principaux ressorts. Il ne faut pas oublier que la notion de confiance a été fondatrice du système représentatif dès le commencement de 1789, comme on le voit chez Sieyès et dans les débats de l'Assemblée constituante. Les électeurs donneront leur confiance, écrit Sieyès, à des personnes plus capables qu'eux de connaître l'intérêt général, discours du 7 septembre 1789 sur le veto royal. Aujourd'hui, l'ampleur de la crise de confiance peut d'ailleurs redonner des espaces politiques à des courants politiques peu attachés à la démocratie pluraliste, extrémisme de gauche et de droite, néopopulisme. Dans plusieurs sociétés européennes, cette crise de confiance se traduit par un fort éclatement du vote, qui se disperse sur d'autres forces que les forces de gouvernement et vient nourrir des courants protestataires en tout genre. Le repli sur le privé. Albert O. Hirschman avait montré, il y a plusieurs années, dans un livre intitulé « Bonheur privé, action publique »,
comment les sociétés démocratiques connaissaient des alternances cycliques entre des phases de fort investissement dans l'action publique et des phases de désinvestissement de celle-ci et de repli sur les bonheurs privés. Cette grille de lecture pourrait être appliquée à nombre de nos sociétés européennes, qui ont pu connaître, dans les années 1970 et jusqu'au début des années 1980, un mouvement de croyance dans les vertus de l'action publique et de sa capacité à changer les choses, puis qui, à des moments divers des années 1990, ont enregistré de profondes désillusions et un mouvement de repli sur le privé. La démocratie ne fait alors plus l'objet d'un puissant investissement, et l'intérêt pour la chose publique s'étiole. Cette phase de retrait des affaires publiques peut ici et là montrer des signes d'épuisement pour laisser la place à un retour vers l'action publique mais sur un mode protestataire. C'est ce que semblent annoncer les premières décennies du XXIe siècle. Ce phénomène correspond à ce qu'un sociologue français, Jean-Louis Missika, a appelé le début d'un cycle de politisation négative, où les citoyens reviennent à la politique et à l'action publique mais surtout sur un mode protestataire. Les grandes manifestations, parfois violentes, sur des thématiques anti- ou altermondialistes, qui ont secoué de très nombreux pays européens au cours des années récentes, sont assez symptomatiques de cette forme de nouvelle politisation pas toujours aisément intégrable dans le système démocratique classique. Il y a là des signes multiples d'une crise de la démocratie représentative, de sa fragilisation mais aussi de la recherche d'alternatives. Mais avant d'en arriver là, il peut être utile de relativiser l'ampleur de cette crise au regard d'autres précédents historiques. La crise de la démocratie représentative est-elle nouvelle ? Ce n'est pas la première fois que la démocratie, particulièrement sous sa forme représentative, est contestée en Europe. À plusieurs reprises, celle-ci a été soumise aux critiques acerbes des extrémismes politiques. Par exemple, l'extrême droite, dans les années d'entre-deux-guerres, avait nourri sa dynamique des faiblesses de la démocratie parlementaire. La faible République de Weimar en Allemagne, la fragile et incertaine démocratie italienne, la confuse République espagnole sont toutes tombées sous les coups de boutoir d'une extrême droite qui ne vouait que le plus grand mépris aux subtils mécanismes de la démocratie représentative. L'extrême gauche et sa condamnation de la bêtise parlementaire ont été, dans les années 1968 et suivantes, les vecteurs d'une fragilisation de la démocratie pluraliste dans nombre de pays d'Europe de l'Ouest. Cette extrême gauche a véhiculé une croyance dans les vertus supposées de l'action directe, et même éventuellement du terrorisme. L'Italie, l'Allemagne et à un moindre degré la France ont souffert de ces années de plomb. Que dire enfin du discours communiste dénonçant les limites et les impasses de la démocratie formelle, et vantant les charmes d'une démocratie réelle, qui s'est toujours soldée par la dictature du parti unique ? Ainsi, de la fin du XIXe au début du XXIe siècle, la démocratie a été sans cesse contestée et parfois menacée par les chantres de l'autoritarisme ou les thuriféraires d'une inatteignable démocratie populaire. Autre courant critique de la démocratie représentative et de ses limites, le discours technocratique et le discours autogestionnaire qui se retrouvent dans leur croyance commune en une capacité de la société à s'autogouverner par le recours aux experts ou aux représentants de la société civile. Dans les années 1950 et 1960, les démocraties occidentales ont vu fleurir les discours sur la fin du politique et sur la possibilité pour les sociétés de se gouverner par le recours aux technocrates. Toutes ces thèses que l'on retrouve dans les ouvrages de Burnham ou encore de Galbraith prônent l'ère des managers et ressuscitent le vieux rêve saint-simonien de substituer l'administration des choses au gouvernement des hommes. Ce discours a, il est vrai, particulièrement travaillé la droite de gouvernement dans plusieurs pays européens, où le recours à la technocratie a contribué à délégitimer la démocratie représentative classique. À gauche, à la fin des années 60 et au début des années 70, le discours autogestionnaire a été le pendant de cette culture technocratique. Toute une partie de la gauche européenne a vanté les charmes de l'autogestion, les capacités de la société à s'auto-organiser et le recours salvateur à la société civile, qui n'aurait aucun démo de la société politique. Ainsi, la démocratie représentative a été sans cesse contestée et même parfois menacée. Cependant, aujourd'hui, la crise de la démocratie, dont les symptômes sont la faible participation aux élections, le manque d'intérêt et de participation des citoyens, la confiance et le respect déclinant vis-à-vis des partis et des hommes politiques,
la tendance à élire des managers plus que des leaders, est amplifiée par la globalisation et par le fait que les valeurs relatives aux droits et libertés traditionnelles semblent s'éroder. À cela, il faut ajouter que certains pays récemment entrés en démocratie ne connaissent qu'un développement démocratique fragile et incertain. L'ampleur, la profondeur et la durabilité de la crise de la démocratie. Dans nombre de pays, les signes du dérèglement démocratique sont à l'œuvre depuis bientôt 20 ans, sont à bien des égards nouvelles. Les causes de la crise de la démocratie. Les causes politiques. Dans de nombreux pays, les référents biséculaires de gauche et de droite qui donnaient sens à la vie politique sont rentrés en crise. Toutes nos sociétés sont marquées par un profond mouvement d'individuation et de prise de distance par rapport aux allégeances collectives traditionnelles. Ce mouvement affecte la pérennité des choix politiques ancrés dans de fortes appartenances à la droite et la gauche. S'interrogeant en 1990 sur la désertion civique, le philosophe Marcel Gauchet constatait que nous basculions vers un individualisme de déliaison et de désengagement, où l'exigence d'authenticité devient antagoniste de l'inscription dans un collectif. Ce mouvement de déliaison est sensible à 3 niveaux. Au plan idéologique, le vieux clivage gauche-droite qui structure depuis des décennies nos choix et nos orientations politiques connaît une crise profonde. Si une majorité, souvent, de citoyens européens se sentent appartenir à la gauche et à la droite, cela ne veut pas dire pour autant que ces catégories leur semblent pertinentes aujourd'hui pour comprendre les prises de position des partis et des hommes politiques sur les grands enjeux, Europe, globalisation, politique internationale. Sur de nombreux thèmes, les vieux collectifs d'appartenance idéologique connaissent une vraie crise d'identité. On ne peut le reprocher aux électeurs, particulièrement à l'heure où au Parlement européen, les 2 principales composantes de la gauche, PSE, et de la droite, PPE, européenne se sont mises d'accord pour alterner à la présidence du Parlement. Au plan social, une forte bipolarité sociale sous-tendait dans les décennies d'après-guerre la vieille opposition gauche-droite. Or, au schéma classique de lutte entre 2 classes et de pyramide sociale univoque, se sont substitués des clivages pluriels traversant toute la hiérarchie sociale. Sécurité et insécurité de l'emploi, ménage à 1 salaire et ménage à 2 salaires, accès différencié aux ressources distribuées par l'État-providence. Ce mouvement de différenciation s'est accompagné d'un très fort développement des classes moyennes salariées, cadres moyens et supérieurs, qui pour la première fois, dépassent dans de nombreux pays, le poids des couches ouvrières dans la population active. Cette importante constellation centrale a entraîné une véritable moyennisation des sociétés européennes, mais aussi une panne de la figuration sociale, autour de laquelle s'organisait la représentation politique. Par exemple, le processus de gentrification que connaît la gauche européenne contribue beaucoup à rendre de plus en plus indistincts les clivages entre gauche et droite. Comme l'a remarqué Pierre Rosanvallon dans Le Peuple introuvable, dans une société peu lisible sociologiquement et moins clivée idéologiquement, les procédures représentatives perdent leur évidence sensible. Autre évidence sensible, celle de l'inscription des clivages politiques dans des territoires fortement typés. Gauche et droite se sont souvent enracinés dans des géographies particulières. Tout en connaissant une certaine pérennité, celles-ci ont aujourd'hui tendance à être recomposées sous le coup de l'accélération des migrations intérieures. Les mutations de l'appareil productif, l'étalement du phénomène d'urbanisation, le morcellement de nos territoires particuliers et l'usage multiple des lieux ont entraîné une société de mobilité et de circulation permanente. Ces territoires de plus en plus éclatés et abstraits ne sont plus porteurs d'identité politique forte et permanente, comme l'étaient les anciens espaces identitaires. Ce déplacement des substrats territoriaux, sociaux et idéologiques de la représentation politique ont provoqué un profond malaise démocratique. Ce dernier s'exprime avec une virulence particulière lorsque la question européenne est à l'agenda politique. En effet, l'Europe est un enjeu qui traverse et fait exploser les vieilles catégories gauche-droite. La question européenne s'enracine davantage dans un système d'opposition culturelle, sur la conception de l'avenir, l'ouverture à l'autre, la confiance dans le changement, le rapport à l'État, que dans un clivage socio-économique de classe. Enfin, l'Europe qui est plus un projet,
une invention permanente qu'un territoire aux confins circonscrits fait éclater non seulement les vieux ancrages territoriaux de la gauche et de la droite mais aussi la scène de l'État-nation comme seul lieu d'expression et de médiatisation des conflits politiques. Au fond, le défi européen accentue le processus de déliaison idéologique, sociale et territoriale qui est à l'œuvre dans les sociétés et systèmes politiques européens. Cette déliaison du politique et des bases qui lui donnent sens est également sensible dans la relative dilution des cultures politiques existantes. Celles-ci voient ainsi leur hétérogénéité interne se renforcer, et en même temps s'atténuent les différences entre grandes familles opposées. L'univers de la droite est traversé d'une profonde fracture entre les références de la droite classique et celles de l'extrême droite. La constellation de la gauche est fragmentée en plusieurs cultures dans lesquelles le degré de libéralisme culturel, ou la volonté de réforme vigoureuse des structures économiques varie profondément. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, le leader socialiste espagnol, José Luis Zapatero, faisait clairement ressortir cette diversité des gauches en Europe. Je crois que la gauche moderne doit être avant tout celle qui construit une nouvelle étape de la démocratie. Il faut démocratiser la société, la politique, la culture, l'éducation, la recherche, le pouvoir économique, la famille. La démocratie est une tendance naturelle de la gauche, mais la gauche de la seconde moitié du XXe siècle a centré son projet sur l'économie et le secteur public étatique. Elle a oublié la société et le fonctionnement démocratique. Il est plus efficace de faire des programmes de discrimination positive, par exemple pour avoir plus de femmes scientifiques, que d'augmenter les impôts ou d'établir les 35 heures. La culture de gauche est travaillée par le libéralisme et l'ouverture de l'économie au grand vent de l'internationalisation. La culture de droite ne renie pas l'État et la protection sociale. Cette évolution des cultures politiques de gauche et de droite se traduit par un rapprochement des programmes économiques et sociaux des deux familles, qui ne contribue pas toujours à une grande lisibilité pour les citoyens. Autre facteur politique de la crise de la démocratie, l'archaïsme de certaines organisations et du discours politique dont elles sont porteuses. Les partis tels que les connaissent nombre de systèmes politiques européens datent dans leur conception et leur mode d'organisation de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, période pendant laquelle les formes du parti de cadre et du parti de masse se sont structurées. Souvent, ces organisations de type bureaucratique ou clientélaire fonctionnent à l'autorité verticale et ont beaucoup de mal à faire vivre la démocratie en interne. Souvent, ces organisations politiques sont peu en phase avec le type d'organisation souhaité par les jeunes générations. Celles-ci sont davantage demandeuses d'organisations peu hiérarchiques, participatives et ponctuelles, du type du mouvement ACT UP. Alors que les jeunes désertent les partis politiques, ils peuvent se retrouver nombreux dans des organisations plus souples, porteuses d'un militantisme moral, organisations humanitaires, organisations de défense des minorités, mouvements altermondialistes. Les organisations partisanes sont également peu représentatives de la diversité sociale de la population. La représentativité n'est pas seulement un problème quantitatif, ratio adhérents-électeurs, mais elle est aussi un problème démographique et social. Les partis comptent la plupart du temps trop peu de femmes, de jeunes et de citoyens issus des couches populaires. Restant des organisations essentiellement bourgeoises ou petites bourgeoises, les partis ne parlent que peu à l'ensemble de la population. Les causes économiques et sociales. La crise économique et le processus de mondialisation ont drastiquement réduit les marges de manœuvre des pouvoirs politiques nationaux. Or la vie politique reste essentiellement articulée autour des scènes nationales qui peuvent alors apparaître, aux yeux de nombreux électeurs, comme autant de théâtres d'ombre, l'essentiel se passant ailleurs. L'étonnant taux d'abstention enregistré aux dernières élections européennes a peut-être quelque chose à voir avec ce sentiment où nombre d'électeurs ont du mal à saisir la pertinence d'une scène nationale, où se joue l'essentiel de la dramaturgie des élections alors que les questions et les solutions évoquées au cours des campagnes électorales dépassent la plupart du temps l'échelle nationale. Cette inadaptation entre l'offre politique nationale et la demande qui l'est beaucoup moins, contribue à éclairer une crise de la démocratie qui est une crise de l'échelle nationale de la démocratie et de la nécessaire invention d'un véritable échelon supranational. Ce sentiment que les problèmes et les éventuelles solutions ne sont pas posés à la bonne échelle
est particulièrement vif lorsque les questions politiques évoquées sont celles de l'Europe, de la mondialisation ou encore de l'international. Un véritable nouveau clivage d'ordre social et culturel oppose alors des citoyens à haut ou moyen niveau d'études, plus européens, tolérants et ouverts à la mondialisation, aux citoyens moins éduqués, inquiets face à l'ouverture de nos sociétés et souvent plus séduits par le rejet de l'autre et de l'Europe. Ce clivage s'est par exemple exprimé pour la première fois avec vigueur, lors du référendum français sur l'approbation du traité de Maastricht en 1992. La France s'est alors coupée à peu près en deux, le oui obtenant une très courte majorité, le non plus de 49% des suffrages exprimés. Comme l'avait écrit alors le géographe Jacques Lévy à propos de la coalition des oui, il serait faux de résumer cette alliance en parlant de la France des riches, moins encore d'un électorat structuré par la droite. Il y a bien deux axes indépendants, celui de l'argent et celui de la culture, et c'est ce dernier penchant à gauche qui s'est le plus mobilisé. Les zones de force du oui sont les milieux marqués par une forte innovation sociale et les territoires de l'urbanité qui constituent une véritable anse européenne. Jacques Lévy ajoute: la culture, la ville, l'Europe, ce ne sont pas là des rencontres de circonstances. Chacun des termes constitue en somme une métaphore des deux autres. Dans leur association, il y a au moins en germe une méthode pour concevoir le développement de l'individu et la vie en société, pour rejeter le repli communautaire et vivre le monde à toutes ses échelles. Les détenteurs de capital culturel et de capital urbain délivrent donc un message qui va au-delà de la seule question européenne et annonce de nouvelles configurations du discours et de l'action politique. Davantage que des logiques sociales lourdes, ce sont des oppositions culturelles, des systèmes de représentation du monde, de la société et de l'avenir qui donnent un sens à ce clivage relatif à l'Europe, à la mondialisation et plus largement au global. Ce clivage ne cesse de travailler la vie politique et sociale des pays européens. Les débats sur le GATT, les élections européennes, les controverses sur la Constitution européenne en 2005, les clivages sur l'intervention au Kosovo, les interrogations autour de la mise en place de l'euro, les débats relatifs à la guerre ou encore les attitudes par rapport à la sortie de pays membres de l'Union européenne contribuent régulièrement à le faire ressurgir. Les causes culturelles. La crise des grandes idéologies messianiques et particulièrement du référent marxiste, sensible dès la fin des années 1970 et consacrée par l'effondrement du camp communiste à la fin des années 1980, a laissé une partie des électeurs de la gauche européenne orphelins. La découverte dans les années 1970, au niveau du grand public, que l'utopie communiste ne cachait qu'un vulgaire totalitarisme, ce que certains ont appelé l'effet Solzhenitsyn, a entraîné l'effondrement de l'idole communiste et des organisations qui s'en réclament, déclin du PCF, du PCI et d'autres organisations d'extrême gauche en Europe. Cette mouvance a été relativement incapable de récupérer les déçus de la crise économique et sociale, et les perdants de la mondialisation. Ceux-ci ont en revanche souvent nourri les rangs des abstentionnistes et des nouveaux populismes protestataires. Enfin, la hausse du niveau culturel moyen de nos sociétés et l'élévation du degré d'exigence vis-à-vis du politique se sont traduits par ce que les politologues anglo-saxons appellent un phénomène de mobilisation cognitive. Ces citoyens mobilisés ne se retrouvent pas forcément dans les filières classiques de la démocratie représentative. Ce sont des citoyens critiques, exigeants, pas inévitablement pacifiés par la fin des grands conflits idéologiques et porteurs de nouvelles demandes de démocratie. Les nouvelles demandes de démocratie. À partir du constat de ce qui se défait ou se dérègle dans la vie politique de nos démocraties européennes, il est possible d'envisager ce qui est en train de naître comme nouvel espace politique. En effet, derrière ce rapport à la démocratie représentative où se lie beaucoup de défiance, de retrait, de protestation et de crise des loyautés durables, on devine l'émergence d'un nouveau type de citoyen de plus en plus critique. Dans une grande enquête internationale sur les attitudes des citoyens des régimes démocratiques, une équipe de politologues dirigée par Pippa Norris a constaté qu'en même temps que les valeurs de la démocratie progressent à la surface du globe, la confiance dans les institutions de la démocratie représentative décline. Cette érosion de la confiance et la montée de ce que Pippa Norris appelle un cynisme croissant vis-à-vis des gouvernements démocratiques
entraîne une détérioration de la participation démocratique classique, participation électorale, militantisme partisan, engagement civique. En même temps, cette aliénation relative par rapport au régime démocratique favorise le développement d'une politique protestataire, mouvements extrémistes, activisme protestataire, agitations urbaines, et contribue à éroder le rapport à la loi commune et le sens de l'intérêt général. Dans la société de loisirs, telle que le sociologue Geoffre Dumazedier l'a dessinée déjà à la fin des années 50, la dévalorisation du travail et le nouvel individualisme se nourrissent l'un l'autre pour produire un nouvel « homo socius », dont il disait, dans un article de la revue Esprit en 1959, qu'on peut craindre que, celui-ci, ne considère sa participation au groupement de loisirs comme sa participation essentielle, voire exclusive, à la vie en société. S'installe alors dans nombre de nos démocraties, un hiatus entre l'idéal démocratique et une réalité davantage marquée par le cynisme, le désenchantement et la distance critique. Ce divorce relatif peut contribuer à déstabiliser des régimes démocratiques qui ne bénéficieraient plus que d'un soutien sceptique dans l'opinion, mais il peut aussi remettre la démocratie en mouvement en incitant à réfléchir à des réformes ayant pour but de dynamiser la démocratie représentative, de développer la démocratie participative et la démocratie directe. À condition, bien sûr, que la démocratie participative soit autre chose que le désir de voir la protestation intégrée dans la décision, comme le dit Marcel Gauchet dans un article de la revue Le Débat de septembre-octobre 2003, et que la manifestation ne s'élève pas dans cet esprit à une sorte de droit de veto de la minorité. Or il faut bien constater qu'un tel risque existe dans une partie des mouvements sociaux qui agissent dans nos démocraties, et qui sont influencés par un néo-gauchisme que le sociologue Jean-Pierre Le Goff qualifie comme étant le fruit de la rencontre de formes anciennes de l'extrémisme avec la radicalisation de l'individualisme. Tout en étant vigilants, nous devons éviter tout discours de la déploration et du déclin inéluctable pour penser ce qui s'invente autour de la démocratie représentative et contribue à remettre la démocratie en mouvement. Dans une recherche menée à la fin des années 1990 et au début des années 2000 sur le rapport des citoyens à la démocratie, une équipe de chercheurs du CEVIPOF, Centre de recherche politique de Sciences Po Paris, a montré comment les citoyens restent aujourd'hui attachés aux institutions centrales de la démocratie représentative, l'acte de vote et le Parlement. Mais le malaise perce dès qu'il s'agit d'apprécier ceux qui incarnent et qui font vivre au quotidien ces institutions, les hommes et les partis politiques. En même temps, on note une forte aspiration à plus de démocratie directe, plus de participation sur le mode référendaire ou protestataire. On aurait pu craindre une forme d'opposition entre démocratie représentative et démocratie participative, particulièrement lorsque celle-ci se charge en connotation protestataire, recours à la manifestation par exemple. Tel n'est pas le cas. La participation protestataire est d'autant plus valorisée par les citoyens que la participation conventionnelle, vote, adhésion à un parti, l'est. Il y a là un signe de l'institutionnalisation et de la routinisation des modes d'action protestataires. À partir d'une analyse des mouvements sociaux et des mobilisations collectives des dernières années, cette recherche apporte une confirmation de l'articulation entre démocratie représentative et démocratie participative, du moins dans les représentations et les pratiques des citoyens. On peut parler même d'un nouveau type d'action démocratique. Une démocratie de l'entre-deux, une démocratie intermédiaire qui se situe entre la classique démocratie représentative et la mythique démocratie directe. Ce même entre-deux est exploré aujourd'hui par l'idée de démocratie électronique. Certes, il n'y a pas de réponse technique l'Internet à une crise du politique. La démocratie électronique ne doit pas se penser comme substitut des médiations démocratiques traditionnelles mais comme outil, parmi d'autres, de revitalisation de l'espace public. Un espace public où de nouveaux modes de délibération éclosent. Cette recherche du CEVIPOF nous fait ainsi découvrir comment l'espace public de nos démocraties qui s'interrogent a su générer tout un ensemble de nouvelles pratiques qui contournent les modes classiques de la représentation parlementaire pour inventer des mécanismes permettant à la fois l'expression des intérêts et la prise en compte de la compétence des citoyens. De nouvelles formes de délibération démocratique apparaissent, se développent et parfois s'institutionnalisent.
conférences de consensus, focus group, sondages délibératifs, jurys de citoyens, comités de quartier, etc. Ainsi, comme un corps malade sécrète des anticorps, la démocratie désenchantée de ce début de XXIe siècle invente aux marges d'une démocratie représentative parfois affaiblie de nouvelles pratiques qui tentent de faire porter la délibération collective sur des objets réels et non sur des mythes. Le désenchantement démocratique est peut-être le prix à payer pour la mise en place d'une démocratie plus prosaïque, mais plus consistante. Quelques axes pour revivifier la participation démocratique. Un préalable à cette réflexion est de ne pas entretenir de nostalgie par rapport à une politique enchantée et enchanteresse, qui aurait été celle des 8 premières décennies du XXe siècle. Les grandes religions séculières, qui ont animé le débat politique de nos démocraties, ont d'ailleurs fait plus de dégâts que de bienfaits. Comme le note Marcel Gauchet, l'enchantement de la politique a été le cauchemar du XXe siècle. À l'époque de la politique enchantée, on avait en pratique un débat très pauvre, fait d'affrontements stéréotypés. Cependant, la politique purement gestionnaire qui s'est substituée à cette politique épique n'a pas comblé le vide dans la mesure où elle est insuffisamment pourvoyeuse de sens et d'articulation de l'individuel et du collectif. Je voudrais proposer 6 axes de réflexion, susceptibles d'aider à une réflexion sur la revivification de la participation démocratique. Retrouver une culture du projet, et non présenter un simple éloge du pragmatisme. Ce projet doit couper avec les grands projets révolutionnaires, qui ont animé, entre autres, le marxisme-léninisme et le fascisme, et se présenter sous forme de projets à moyen terme 5 à 10 ans sur les grands dossiers de l'heure, approfondissement des libertés, solidarité sociale, développement économique, préservation des grands équilibres écologiques. Il faut, comme le suggère Jürgen Habermas, que la politique soit à nouveau ressentie comme une façon de modeler, d'infléchir les évolutions globales des sociétés. Résociologiser le politique. Quels sont les clivages sociaux, spatiaux, temporels, culturels qui font sens aujourd'hui dans nos sociétés européennes ? Comme le dit Pierre Rosanvallon, la crise de la représentation politique est aussi une crise de la représentation de la société. Le politique ne parvient plus à donner une lecture claire de la société et des lignes de clivage qui la traversent. En l'absence de cette dimension pédagogique du politique qui donne sens et forme à un monde où les individus ont de la difficulté à s'orienter, le monde et l'environnement deviennent illisibles, les inquiétudes fleurissent et les démagogues populistes ont beau jeu de les exploiter. Articuler davantage l'expertise et l'action politique, la science et l'opinion. Sans tomber dans le vieux rêve d'un gouvernement des savants, qui n'a pas de sens, la connaissance sur les phénomènes sociaux et politiques a beaucoup progressé avec le développement des sciences sociales. Seule l'instance politique dispose de la légitimité démocratique, propre à la décision. Cependant, le politique peut, en amont, se nourrir davantage de l'expertise scientifique accumulée pour éclairer ses choix et présenter plusieurs scénarios à la population sur les grands dossiers de l'heure. Redéfinir un monde commun, une vision partageable de l'avenir désirable et du vivre ensemble. À défaut de cela, les forces de l'individualisme, du repli sur soi ou du repli communautaire ne cesseront de se développer. Retrouver le sens du conflit structurant, qui peut être systématique sans être idéologique, c'est-à-dire enraciné dans de la pure croyance. Il s'agit de fabriquer des enjeux simples à partir de questions complexes, bioéthique, équité sociale, lutte contre les discriminations, multiculturalisme, probité publique, rapport entre centre et périphérie, environnement, etc. Réarticuler la société et le politique à 4 niveaux. Au plan du personnel politique, il faut être attentif au recrutement du personnel, à sa formation et à sa capacité à représenter la diversité sociale et culturelle du pays. Par exemple, un recrutement trop étatique, trop technocratique ou trop bourgeois contribue à accentuer la crise de la représentation politique et le sentiment de coupure entre représentants et représentés. La question du statut de l'élu et de l'organisation de ses mandats, rémunération, durée, cumul, est décisive dans la structuration de l'image du personnel politique. Au plan des partis, les politiques doivent être attentifs à organiser des partis moins introvertis, moins bureaucratisés, davantage tournés vers les électorats. La question des primaires dans le choix des candidats des élections mériterait d'être posée, particulièrement lorsque les partis n'ont que de faibles effectifs, et vers la société civile,
Particulièrement au moment des élections, les partis doivent s'ouvrir à des non-militants porteurs des apostrophes. Une forte légitimité sociale est susceptible de lutter contre le déficit de représentativité des appareils politiques. Les partis doivent devenir de vrais entrepreneurs de transversalité, mettant en réseau et en lien les acteurs de la société civile. À défaut de cela, le débat public échappe de plus en plus aux partis pour être confisqué par les seuls médias ou leaders d'opinion, avec le risque que la communication publique ne passe plus que par les gens d'en haut, les sommets, et soit rejetée. Au plan des institutions, 3 mesures me paraissent importantes et urgentes. D'abord, rapprocher le pouvoir des gouvernés grâce à un approfondissement de la décentralisation accompagné d'une répartition claire des compétences entre les différents niveaux de responsabilité. Ensuite, démocratiser l'Union européenne. Il y a un État de droit européen, mais le choix des gouvernants par les gouvernés y reste trop opaque et trop peu démocratique. Enfin, réformer l'État. L'exigence vis-à-vis de l'État, de son bon fonctionnement, du bon usage des deniers publics, de sa transparence, a beaucoup augmenté. Le citoyen européen est beaucoup plus qu'un usager des services publics ou de l'État. Il est un consommateur avec ses droits et ses exigences. Or, l'État reste trop souvent opaque, replié sur lui-même et parfois inefficace. Il n'y a rien de pire qu'un État perçu comme omniprésent et impuissant, surtout dans les secteurs où l'on attend légitimement sa protection, armée, justice, police. Repenser les médiations entre gouvernantes et gouvernés. Il est nécessaire d'insérer dans le jeu démocratique l'expression des différences, le peuple concret et réel derrière le peuple abstrait. Pour cela, le droit à l'expérimentation, à l'adaptation législative ou réglementaire afin de prendre en compte la diversité des territoires et des populations, peut être d'un grand secours. Enfin, l'un des grands problèmes reste celui de l'articulation entre démocratie représentative et démocratie participative, consultation, commission, référendum consultatif, conférence de consensus, états généraux. Il y a des nouveaux modes de délibération permettant l'expression des intérêts et la mobilisation des compétences. Ces modes qui tentent de concilier l'idée et la réalité moderne d'émancipation, désir d'autonomie des individus, et la participation à l'exercice de la puissance sociale, doivent davantage s'articuler à la représentation politique et ne pas se poser en s'opposant. La démocratie représentative doit garder le dernier mot, la démocratie participative devant permettre de mieux fonder les choix nécessaires sur les préférences de nos nations. Chapitre 2. Les limites des élections en démocratie. Anthony Todorov. Les élections sont un des rituels indispensables de la démocratie moderne. Rituel, car on ne peut se représenter la démocratie sans elle, mais aussi car toute demande démocratique met en avant la revendication d'élections libres et équitables. Mais si la démocratie... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.